Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Contrepoints de la santé. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'évolution des métiers, des professionnels de santé et sur l'accès aux soins qui est le sujet du moment, mais un sujet fondamental, peut-être le sujet le plus traité en ce moment sur l'organisation de notre système de santé qui ne va pas nécessairement si bien, mais enfin nous le verrons avec nos invités. Une nouvelle étape vient d'être franchie, dont l'implication des soignants dans l'organisation des soins, notamment, et des actions d'ailleurs de prévention, notamment par la loi infirmière, qui donne de nouvelles responsabilités, compétences aux soignants. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale en mars et au Sénat ce mois-ci, et nous analyserons ce que disent de ces transformations, des nouvelles orientations et de l'organisation du système de santé de notre pays. Le titre de notre émission est l'interprofessionnalité au secours de l'offre de soins. Nous avons mis un point d'interrogation avec Renaud Degas et nous sommes heureux, Renaud, de traiter de ce sujet ensemble ce matin. Cette émission est enregistrée ce mardi 27 mai à la Villa M. Nous recevons la députée du Loiret, Stéphanie Rist. Vous êtes rhumatologue, vous êtes vraiment très engagée sur ces sujets. Vous avez traiter ces sujets par plusieurs lois, la loi Rist 1, la loi Rist 2. D'ailleurs, vous donnez votre nom à des lois qui, par votre activisme, votre engagement, votre militantisme, vous nous le direz, en la matière, ont engagé des évolutions, des transformations importantes de notre système de santé que nous allons, avec Renaud, traiter avec vous ce matin. Le professeur Paul Frappé, bonjour, nous sommes heureux de vous recevoir. Vous êtes médecin généraliste à Saint-Étienne et vous êtes le président du Collège de médecine générale, c'est-à-dire la société savante des médecins généralistes. Sébastien Guérard, bonjour, vous êtes kinésithérapeute. Bonjour. Et vous êtes le président de l'Union nationale des professionnels de santé, l'UNPS. Et Daniel Guillerme, bonjour, vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers, la FNI. Merci à nos partenaires de leur fidélité, de nous soutenir. Point Vision, Pasteur Mutualité, je salue les présidents, Care, Via Voice, La Veille et Hortus. Première question, Renaud. Oui, Pascal, tu l'as évoqué. Loi Rist 1, loi Rist 2, je sais que ce n'est pas vous qui avez donné ce nom à cette loi, mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, la loi infirmière. On voit bien ce mouvement depuis 2-3 ans, depuis 2021, on va dire qu'on est passé de beaucoup de demandes à quelques actes de plus en plus forts. On va commencer par faire un petit tour de table général, un peu avoir vos avis. Après, on rentrera plus précisément dans les problématiques. Mais on voudrait savoir avec Pascal un petit peu quels sont pour vous le sentiment que vous avez face à ce mouvement, quelle est la dynamique, quel est l'enjeu, quel est le moteur en fait de cette dynamique qui s'est déclenchée alors que pendant des années on en a parlé sans que ça bouge. Et maintenant ça bouge. Pourquoi? Peut-être Madame Rist, à tout honneur, c'est à vous. Merci beaucoup, merci et bonjour. Alors, effectivement, les titres de mes deux lois, elles comportaient le mot confiance aux professionnels. Et je crois que c'est important de le redire parce qu'en fait, ça part de là, cette évolutivité des métiers. C'est quand même étonnant qu'il faille faire, par exemple, un topo sur est-ce que c'est normal que les métiers évoluent. Partout dans les autres domaines, les métiers évoluent. Et nous, dans la santé, pendant très longtemps... Et encore, à mon goût, ils ne le font pas assez. Les autres métiers s'adaptent. Dans le système de santé, on a beaucoup de mal à faire évoluer nos métiers. Le métier de médecin, par exemple, pourrait aussi se poser la question de comment il évolue. Et en partant de ce principe de la nécessité de s'adapter à la société, de s'adapter à l'évolution des maladies, il semblait important de porter des mesures, alors certaines qui ont été... dans ma première loi, j'avais proposé le métier de profession intermédiaire, médicale intermédiaire, qui avait fait beaucoup réagir, mais ça me paraissait indispensable pour essayer de faire basculer et d'avancer sur justement cette évolutivité des métiers dont on sait qu'elle améliore l'attractivité des métiers et qu'elle améliore la qualité de prise en charge des patients, puisqu'il y a des études, notamment dans d'autres pays, parce qu'on a beaucoup de retard par rapport aux autres pays sur ces sujets. La qualité de prise en charge des patients. On y reviendra tout à l'heure sur les effets. Pascal ? Non, pédagogiquement, comment on résume la loi Rist 1 et la loi Rist 2 ?
Ma première loi, elle a été portée juste après le Ségur. C'était les mesures non financières du Ségur. Donc, c'était les apprentissages, normalement, du Covid. Donc, il y avait toute une partie sur de la souplesse dans les hôpitaux pour qu'ils puissent s'organiser de façon beaucoup plus souple, en rassemblant des commissions, en remettant le service comme unité principale de la prise en charge dans les hôpitaux. L'évaluation montre que ça a été peu pris finalement par les différents établissements, et les professionnels ne s'en emparent pas. Et puis il y avait une mesure sur l'intérim, la limitation des frais de l'intérim, puisqu'on avait montré aussi dans ces moments-là le coût pour les établissements et la désorganisation des services liés à l'intérim excessif. Voilà. Et la deuxième, et puis il y avait des mesures aussi sur l'évolution du métier de sage-femme, quelques mesures pour les kinés aussi dans cette première loi. Donc qui partait de la confiance, parce que c'était ce que nous avait montré le Covid. Faisons confiance aux professionnels, un, pour qu'ils s'organisent, et deux, pour que toutes leurs compétences soient utilisées dans des moments de crise. Et ça a apporté la deuxième loi, puisque à la place des professions médicales intermédiaires, on avait proposé un rapport sur l'évolution des métiers. Et suite à ce rapport, j'ai proposé la deuxième loi qui permet d'une part la partie accès direct à certains professionnels et l'évolution des infirmières de pratique avancée sur leurs prescriptions notamment. Daniel Guillerme, vous êtes concerné par la dernière loi en cours, qui n'est pas encore adoptée. Elle doit passer encore en CMP, il me semble, et puis ensuite être adoptée. Donc là, vous êtes au cœur de l'actualité. Cette évolution, encore une fois, on reviendra dans les détails après, hein, mais cette évolution, pour vous, elle est essentielle, elle correspond à un besoin de la profession, à un besoin des patients. Comment vous la regardez avec un œil, on va dire, santé publique ? Attendue et essentielle. Elle était attendue par la profession depuis de nombreuses années. On a une évolution du métier en fait qui est liée à l'évolution des techniques et des modalités de prise en charge. Donc, on avait, nous, un référentiel d'activité qui datait de 2004, qui était maintenant un peu désuet, et une évolution des pratiques sur le terrain. Cette évolution des pratiques est liée à des éléments contextuels, mais pas que. On a en fait aujourd'hui une profession qui demande plus d'autonomie. On a une fenêtre d'opportunité, mais cette réforme est d'abord une réforme pour le métier. Et ce n'est pas une réforme qui vient en réponse à des problèmes externes. Et ça, c'est important de le préciser. La réforme infirmière n'est pas la réforme du métier d'infirmier n'est pas une réforme qui a été faite pour répondre à la désertification médicale, par exemple. Par contre, elle aura un effet, elle pourra avoir un effet, effectivement, sur la prise en charge des patients. J'aurais tendance à rajouter, et on ira dans le détail, pas pour vous, mais pour d'autres, oui, pour les pouvoirs publics peut-être. Enfin, vous nous le direz. On y reviendra. Sébastien Guérard, vous avez une vision intersyndicale, puisque à la tête de l'UNPS, vous rassemblez toutes les professions, paramédicales, médicales. Comment, justement, avec cette vision-là, alors je sais que là, je ne vais pas vous demander d'avoir votre casquette kiné, on y reviendra après, mais avec la casquette intersyndicale, comment cette évolution est regardée, quel mouvement ça crée à l'intérieur de l'UNPS. L'UNPS, rappelons-le, hein, c'est les professionnels de santé libéraux, donc, et de premier recours et spécialistes. Donc, dites-nous un peu comment c'est vécu à l'intérieur de l'UNPS. Je crois qu'aujourd'hui, on se mentirait si on ne se disait pas qu'il fallait questionner la construction juridique de nos métiers, qui commence à être un petit peu ancienne. En fait, c'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure, peu ou prou. La construction juridique des métiers des professions de santé s'appuie sur le monopole médical. Et toutes les autres professions, paramédicales et médicales pour les dentistes, sont par dérogation à ce monopole médical. Ça, c'est la première chose. Et cette règle, elle a plus de 150 ans aujourd'hui. Et force est de constater que et nos métiers, et la population, et les besoins de la population ont changé radicalement. La deuxième chose, c'est le concept de médecin traitant, porte d'entrée unique dans le système de santé. Et quid en cas de pénurie de médecins traitants, qui est la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que propose quelque part un petit peu la loi Rist, c'est de déroger
dans certains cas de figure, à ce dispositif qui consisterait à ce que le médecin soit la seule porte d'entrée dans le système de santé, parce que quand il n'est pas là, le patient se dirige vers les urgences hospitalières et les urgences hospitalières explosent. Maintenant, pour prendre les choses en main, il faut effectivement beaucoup de temps, concerter, réfléchir à comment réformer ces dispositifs. Daniel disait tout à l'heure que le décret d'acte infirmière, c'est 2004, le décret d'acte kiné, c'est 1962. Je vous assure qu'en 60 ans, la kinésithérapie a changé et évolué. Et ça, c'est vrai pour toutes les professions paramédicales. Donc aujourd'hui, se pose la question de savoir si on ne doit pas travailler sur nos référentiels métiers, ce à quoi les médecins généralistes se sont attaqués il y a peu, justement pour redéfinir qu'est-ce qu'il y a derrière chaque métier, qu'est-ce qui est du sacré, qu'est-ce qui est du cœur de métier et qu'est-ce qui est de la compétence partagée, de la frontière entre chacun de nos métiers, parce qu'effectivement, il y a une certaine porosité, il faut l'accepter, il faut l'admettre et il faut la définir. Vous me faites une transition parfaite pour faire réagir professeur Frappé. Paul Frappé, vous, on l'a bien entendu, il y a un certain nombre de résistances. Il y a eu un florilège de communiqués de presse pour s'opposer ou s'indigner de certaines propositions dans les 3 lois, d'ailleurs. Comment regardez-vous à la fois cette évolution et j'allais dire aussi la résistance des médecins qui est voilà. Est-ce que c'est une résistance? Est-ce que c'est une peur face à un manque de définition de votre propre métier? Comment vous situez ce regard-là des médecins qui étaient au centre de tout et qui petit à petit adoptent ou sont obligés d'adopter une vision plus horizontale, hein? C'est un petit peu comme dans les entreprises aujourd'hui, on passe du vertical au horizontal et l'impression que le passage est un petit peu difficile. Oui, merci beaucoup de permettre d'aborder ce sujet qui nous concerne. Vraiment, en préalable, je pense qu'il faut affirmer que tout le monde se sent concerné par ces problématiques d'accès aux soins, que c'est aussi une problématique qui est vécue douloureusement par les médecins au quotidien. Ça fait plaisir à aucun médecin de refuser un patient médecin traitant, d'être mis en difficulté, mis en cause dans son organisation, dans son temps de travail. Et je pense que tout le monde a conscience qu'il faut évoluer. Alors, on évolue de fait, tous les métiers évoluent plus ou moins passivement, etc. Mais là, tout le monde a conscience qu'il y a besoin d'un choc d'évolution, de passer vraiment une marche dans l'évolution de l'ensemble des métiers de la santé et de l'ensemble du fonctionnement du système de santé. Peut-être je voudrais aussi réagir à ce qu'a dit Sébastien Guérard sur le médecin traitant. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme un problème parce que justement, dans ce contexte de tension, il est quand même une solution sur 2 points très importants. La régulation dans la consommation de soins, si ça fait partie de la santé d'être un peu apaisé par rapport à ces questionnements, de rationaliser la prise en charge à la fois diagnostique, thérapeutique, c'est important de rationaliser tout ça et si on veut tout libérer, je pense que ça va encore plus serrer le système et c'est une des plus-values du système médecin traitant. L'autre plus-value, c'est d'avoir une porte ouverte à tous les motifs de consultation. On ne se fait pas refuser quand on pousse la porte du médecin traitant en disant « Ah non, ça me concerne pas ». Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il a solution à tout, mais en tout cas, il engage une prise en charge et ça, je pense que c'est très précieux du point de vue de la population et dans ces difficultés-là. Et dans l'évolution des métiers, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. Si on fait évoluer d'autres métiers avec des portes d'entrée qui sont très peu lisibles, ça va créer des difficultés avec des personnes qui vont avoir des parcours de santé de flippers en pensant qu'ils vont trouver une réponse chez tel professionnel et puis finalement non, parce que c'est que sur certains territoires où ça ne concerne que la cheville pour les kinés ou que certains... Voilà, il faut une lisibilité de l'évolution des portes d'entrée de l'accès aux soins. Beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, voilà, les médecins là-dessus, je pense, sont pas hermétiques, mais comme tout changement de comportement et comme toute évolution, oui, même les changements de comportement dans les cabinets, pour pouvoir évoluer, il faut pouvoir adhérer, il faut comprendre vers quoi on va. Et aujourd'hui, je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On est tous d'accord pour avancer, mais le manque de lisibilité, certains mots malheureux sur le remplacement des médecins par les autres professions, etc., ça vient freiner. Et l'absence de projet, on a une difficulté régulièrement quand j'interroge certains des responsables politiques, je leur demande quel est le projet pour la médecine générale. Quand il n'y a pas de projet pour la médecine générale et qu'on entend qu'il n'y a peut-être qu'un projet
projet qui est très mis en avant pour l'ensemble des autres professions, c'est un frein et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à faire évoluer dans nos métiers et ça débloquerait un petit peu l'ensemble de cette dynamique et de ces freins qu'on constate effectivement actuellement. Peut-être, oui, là, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, si vous le voulez bien. Mais peut-être, effectivement, sur le projet, sur le projet pour les médecins. Que nous soumet Paul Frappé, et peut-être à vous, Stéphanie Rist. Y a-t-il politiquement, est-ce que d'ailleurs ça doit être porté politiquement, professionnellement, en tout cas, c'est vrai, un vrai projet pour la médecine, et en particulier pour la médecine générale? Et nous reviendrons sur 2 ou 3 autres points également. Mais peut-être sur ce point. Moi, je rejoins complètement le professeur Frappé quand il rappelle l'importance du médecin traitant. Peut-être la différence qu'on peut avoir ou que j'ai pu avoir avec certains médecins quand j'ai porté les lois, c'est que pour moi, le médecin traitant est indispensable, il est au centre du système. Mais ça n'empêche qu'à partir du moment où il y a des soins coordonnés, on n'a pas encore utilisé ce mot depuis le début, mais dans toutes mes lois, le partage de compétences ou l'accès direct était dans le cadre de soins coordonnés. À partir de ce moment-là, le malade peut rentrer par n'importe quelle porte. C'est pas embêtant, puisque si ça ne correspond pas à la compétence du professionnel que le malade va voir, comme les soins sont coordonnés, il ira très vite chez le médecin traitant. Donc, je vous rejoins sur le point du médecin traitant, vraiment au centre du système, et c'est vraiment important. Et dans les années qui viennent, je pense que ça sera encore plus important. Par contre, là où on peut aussi se dire les choses, c'est que moi, je ne crois pas que ce soit... je pense qu'il faut une vision pour le système de santé. Je pense qu'il faut que les politiques portent leur vision, essayent d'apporter des lignes directrices, mais c'est aussi aux professionnels et à ce que vous pouvez représenter, de nous dire comment vous voyez la médecine générale dans 15 ans. Et on se heurte, je trouve, dans les différents textes de loi qui ont pu arriver sur la santé ces dernières années, à parfois un manque de cette vision de la part des professionnels eux-mêmes. Et pourtant, ou il y a beaucoup de leurs représentants qui restent sur des évolutions, enfin des demandes très plutôt anciennes. Voilà, quelle est la place de l'intelligence artificielle demain dans la médecine générale? Voilà, je crois que les politiques attendent aussi d'avoir des professionnels, comment eux voient leur métier demain, mais qui n'est pas de ne pas bouger. Paul Frappé. Oui, là-dessus, alors j'invite tout le monde à aller voir le référentiel professionnel dont a parlé Sébastien et auquel il a participé, qui vient de sortir, qui est vraiment un référentiel collégial. Hein. Le Collège de médecine générale, c'est le Conseil national professionnel, donc on a vraiment tous les visages de la médecine générale qui s'expriment au sein du Collège de médecine générale. Ce référentiel est vraiment là pour projeter l'exercice sur l'avenir. Vous allez pouvoir y trouver beaucoup de nos attentes et la manière dont vraiment l'aspiration aussi des médecins généralistes qui réaffirment leur aspiration à une responsabilité sociale, territoriale, à la pluriprofessionnalité. Je pense que effectivement, longtemps peut-être, quand on parle un peu peut-être d'une certaine émancipation historique des autres professions de santé, elle est nécessaire parce que je suis tout à fait d'accord, ça s'est construit peut-être en... Ce référentiel que vous avez présenté d'ailleurs lors de votre dernier congrès en mars. Mais dans le fond, vous faites un référentiel, mais tous les professionnels font des référentiels, non? Les infirmiers aussi? Alors... Et après, on va parler de la loi. On avait un référentiel, ce qu'on appelle le référentiel d'activité et de compétences. Là, dans le cadre de la réforme, on a une réforme globale de tous nos vecteurs législatifs. Donc, on a cette loi cadre, qui est cette proposition de loi qui a passé en commission mixte paritaire. On va avoir derrière un décret en Conseil d'État qui va définir les 6 grandes missions de la profession et adosser à ces 6 grandes missions un référentiel d'activité et de compétences. Derrière, on aura une déclinaison d'arrêtés qui donneront une liste d'actes autorisés. Donc on est dans notre sujet. Juste une question, avant de basculer vraiment sur, rentrer un petit peu dans le détail de la loi infirmière, au sein de l'UNPS, justement, la construction de cette vision, parce qu'il y a peut-être la vision par profession, mais il y a peut-être aussi une vision collective de l'offre de soins. Est-ce que vous y travaillez? Comment vous abordez cette question-là? Alors elle est en cours. Cette réflexion, cette discussion, cette concertation, de mon point de vue, elle doit être collective. Alors effectivement, pour en avoir longuement échangé avec le Collège de la médecine générale, je pense que c'est une mise de jeu de départ et elle est importante et il faut s'en saisir. Mais je ne pense pas qu'on puisse construire un référentiel des médecins généralistes d'un côté, des infirmiers de l'autre, des orthophonistes, des kinésistes, etc. en silo, cloisonné, comme on a trop l'habitude de le faire. Et de mon point de vue, il faut qu'on réussisse à mettre à plat sur la table l'ensemble
de ce que devraient être ces référentiels et comment on les construit. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est du cœur de métier du médecin? Qu'est-ce qui est de la compétence partagée avec l'infirmière, avec le kinésithérapeute, avec le pharmacien? Et comment on réussit... Vous pensez que vous en êtes capable? Je pense qu'on n'a pas le choix. D'accord. Parce que vous avez proposé deux choses. Vous avez proposé récemment des états généraux de l'interprofessionnalité, je vous ai lu. Oui. Où est-ce que ça en est, ça? Mais on avance, encore une fois, on s'est attaqué alors à 3 sujets majeurs sur ce premier mandat de 2 ans qui se termine là cet été. J'espère qu'on aura l'occasion de prolonger ces travaux et d'aller plus loin, mais parmi les sujets, il y avait celui de la représentativité professionnelle, dont on a beaucoup parlé. Il y avait celui effectivement du contour des métiers. Et là, on est en plein dedans. Donc, notre dernier séminaire au mois de décembre était sur ce sujet. Et juste pour relancer, et je partage ce que tu disais, Paul, tout à l'heure sur la place du médecin traitant, on ne questionne pas du tout le statut du médecin traitant. On questionne l'organisation des soins aujourd'hui en faisant de ce médecin traitant la porte d'entrée unique dans le système de santé. Pour moi, cette place, elle est fondamentale. Il faut même peut-être la sacraliser, le dire plus fort, parce que tu vois, je vois que mon propos tout à l'heure n'a pas forcément été bien pris, mais pour moi, il est légitime que ce médecin soit au cœur de la coordination et ait la vision d'ensemble du parcours du patient. C'est quelque chose. Dites-nous pour qu'on n'oublie pas ce que c'est que ESCAP. Eh ben, attendez, j'y vais. Le temps passe vite. Pour moi, c'est complètement essentiel ce qu'on se dit là, parce que je pense qu'il y a besoin de se dire les choses. Et du coup, Pascal, tu me fais perdre le fil. Je te remercie. Coordination, médecin traitant au centre. ESCAP. Au centre, au-dessus, patron. Je sais que ça a été un débat, ça. Alors, l'équipe de soins coordonnée avec le patient, puisque vous voulez que j'y aille, c'est avec le patient, c'est pas autour du patient. Et l'idée, ce qu'on a mis en place avec cette équipe de soins coordonnée, c'est d'essayer de répondre sur le plan pratico-pratique aux besoins à la fois des professionnels et des patients. C'est-à-dire que la structuration de l'exercice coordonné aujourd'hui, à travers des dispositifs vers lesquels il faut à tout prix tendre, les CPTS pour l'organisation territoriale, les maisons de santé pluridisciplinaires, même si elles ne seront pas la réponse à tout, les équipes de soins primaires et spécialisées, mais qui nécessitent quand même derrière un versant administratif dans lequel tous les professionnels ne sont pas appétents pour y aller. L'idée de l'équipe de soins coordonnée avec le patient, c'est, en dehors de tout projet, répondre à la problématique singulière d'un patient qui souffre d'une problématique particulière et qui va déclarer à travers une application numérique l'ensemble des soignants qui le prennent en charge pour que ces soignants puissent échanger de la data. Stéphanie Ries tout à l'heure évoquait la notion de coordination. Il faut se poser la question de qu'est-ce que la coordination aujourd'hui en soins primaires. Et aujourd'hui, beaucoup de dispositifs sont sur la table, pas forcément très opérants, et surtout le nombre de professionnels qui les connaissent, qui les maîtrisent et qui s'en servent est epsilon. Aujourd'hui, nous, ce dont on a besoin, et je regrette 5 ans quasiment après le Ségur de la santé qu'on n'en soit pas encore plus loin, mais qu'on n'ait pas été capable de nous mettre à disposition un outil numérique qui nous permette d'échanger sur les problématiques singulières de chacun de nos patients. D'accord, c'est un sujet complexe. On va essayer de se recentrer. Loi infirmière, ça c'est vraiment l'actualité du moment. Revenons donc sur à la fois le mécanisme de mise en place de cette loi infirmière. Qu'est-ce que l'on attend? Alors elle a été votée, je le disais, à l'unanimité, je crois, par les députés et par les sénateurs, mais dans des versions différentes. Enfin, vous allez nous dire un petit peu ce qu'il en est. Pourquoi pouvez-vous donc à la fois d'ailleurs nous dire ce que cela va changer pour vos métiers, pour votre profession et pour les quelques 600 000 infirmiers? Daniel Guillère. Juste un petit propos liminaire, il ne faut pas qu'on se trompe en fait de cible et d'objectif. De mon point de vue, moi, partir des contours de métier pour chercher une réorganisation du système de santé, c'est à mon avis se planter quelque part. À mon avis, il faut regarder les problèmes qui sont devant nous, dans le cadre de la prise en charge des patients et du système de santé. C'est-à-dire on est dans une transition démographique, on va avoir un vieillissement de la population, on va avoir une explosion des maladies chroniques. C'est comment on s'organise pour faire face à ce défi. Si on reste centré sur le contour des métiers et uniquement là-dessus, c'est-à-dire moi je fais ça, il ne faut pas que l'autre refasse ça, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Ça c'est un premier point. Donc d'abord les objectifs qu'on se pose ensemble. Après c'est comment on met ces acteurs-là en synergie pour répondre à ces défis.
Donc on entend parler énormément de coordination, on entend parler énormément de ok, d'accord, c'est important, mais je pense que la mise en synergie de tous les acteurs, y compris des acteurs du médico-social, est essentielle. Pour ce qui concerne notre loi, décrivez-la nous. La loi est une loi cadre, c'est-à-dire très peu d'articles, mais par contre des définitions qui sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce qu'elle consacre en fait 3 notions. La notion de consultation infirmière, la notion de diagnostic infirmier et la notion de prescription infirmière. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Et on se rend compte, en fait, quand il a fallu défendre ces termes inscrits dans la loi, qu'on se heurtait à une forme de confiscation sémantique. Notamment de la part du corps médical. Sur le diagnostic, essentiellement. Notamment sur le diagnostic. Mais pourquoi ? Par méconnaissance de ce que sont les diagnostics infirmiers. On va faire le débat, ok. Donc voilà, donc il y a une connaissance à avoir de ce que fait l'autre avant de monter dans les tours. Chaque fois que vous parlez de diagnostic, vous rappelez bien que c'est un diagnostic infirmier. Ça veut dire quoi ? Alors le diagnostic médical s'intéresse à la pathologie. C'est-à-dire qu'il va rechercher une pathologie et mettre en place un traitement pour répondre à cette pathologie. Le diagnostic infirmier, c'est autre chose. Le diagnostic infirmier, ce sont des réponses à des problèmes de santé. On ne recherche pas de pathologie, mais on voit qu'un patient a des problèmes. Ça peut être des problèmes d'ordre médicaux, effectivement, mais on ne va pas aller dans un traitement médical. Mais par contre, on va apporter une réponse infirmière à ces problématiques psychosociales, sociales, médicales. Daniel, je vous pousse pour vraiment comprendre. Consultation, c'est quoi, consultation infirmière ? Alors nous voulons, en tout cas à la Fédération nationale des infirmiers, on ne prône pas la mise en place d'une consultation clinique infirmière généraliste. Ça n'aurait aucun sens. Par contre, il faut se caler sur des domaines d'expertise spécifiques des infirmières pour avoir des consultations ciblées et périmétrées. Je prends un exemple. L'exemple des plaies de cicatrisation. Vous donnez souvent cet exemple. Je le donne souvent parce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent sur le terrain, c'est qu'on est en face d'une plaie, il nous faut une prescription médicale, le patient va voir le médecin et le médecin appelle l'infirmière pour lui dire qu'est-ce que je mets comme traitement. Donc ça n'a pas de sens. Daniel, Guilherme, en fait ce que on ne comprend pas toujours très bien, c'est que vous parlez des infirmiers d'une manière générale, mais en réalité, il y a plusieurs types d'infirmiers. Alors, il y a des IPA, maintenant c'est assez récent, il y a des IBOD, il y a des infirmiers anesthésistes, il y a des médecins de PMI, il y a des infirmiers de PMI, il y a des infirmiers de santé scolaire, des puéricultrices, etc. La loi réaffirme bien l'existence de toutes ces spécialités. Absolument. Absolument. On a un article 1 qui est plutôt un article généraliste, en fait, métier socle. On a des spécificités sur la pratique avancée et derrière sur les spécialités. On a un spectre, en fait, extrêmement large en termes de profession. Il y a des spécialités qui sont reconnues parce qu'elles font l'objet de formations spécifiques reconnus par l'État. Donc vous avez des diplômes d'État en fait qui suivent. Et ces spécialités-là sont aussi impactées Ce qui a été quand même majeur, question pour vous et pour Stéphanie Rist notamment, ce qui a été majeur, c'est évidemment les infirmiers de pratique avancée. C'est dans le fond une des grandes réformes de ces dernières années. Qui nous fait entrer dans cette évolution du métier. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Alors je partage pas tout à fait votre optimisme. Pourquoi? Parce que, et je voudrais pas jeter un pavé dans le jardin des parlementaires, mais en 2018, les parlementaires sont restés au milieu du gué. C'est-à-dire que en consacrant la pratique avancée et en la plaçant sous tutelle médicale, on allait avoir en tout cas des effets qui seraient assez contrariés. Et on le voit aujourd'hui. Alors, moins peut-être en établissement, mais beaucoup en ville. Pourquoi? Parce que le développement de la patientèle, jusqu'à présent en tout cas, mais ça va, on espère que ça va s'arranger, mais jusqu'à présent, le développement de la patientèle des infirmiers en pratique avancée ne pouvait se faire que sur délégation médicale. Et vous imaginez bien que les médecins traitants n'étaient pas prompts à déléguer en fait des prises en charge. Surtout en libéral. Non, oui, parce que Daniel, vous représentez les infirmiers libéraux, donc vous avez cette vision de premier recours. Combien il y a, alors c'est pas un piège, mais un ordre d'idée. Aujourd'hui, combien? Non, mais c'est pas un piège parce que bon, c'est pas à la virgule près. Mais combien il y a d'IPA en libéral aujourd'hui et combien en vivent? Parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un écart entre ceux qui ont leur plaque IPA et puis ceux qui en vivent vraiment et qui ne font
4 IPA. Renaud, à mon avis, il le sait, hein, parce qu'il Oui, est quand mais- même taraudé par en haut, par en bas, et notamment par les IPA. Alors, Il y, allez-y. a quelques milliers d'IPA en France. Alors, on n'est pas encore à 5000. Hein. Il y a quelques milliers d'IPA en France. En exercice strict libéral en ville, il y a moins de 200. On est à moins de 200 qui exercent de manière strictement libérale leur activité en pratique avancée. Vous avez beaucoup d'exercices mixtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique ne permet pas aux infirmières en pratique avancée de vivre de leur activité strictement en pratique avancée. Donc là, l'idée, et on va rentrer en négociation conventionnelle, c'est peut-être à partir des textes d'application de la loi RIST 2, de pouvoir réintroduire des éléments sur le modèle économique dans le cadre des négociations conventionnelles qui vont s'ouvrir, ce qui permettra de rendre le modèle plus attractif. Stéphanie Rist, est-ce que cette loi infirmière, Stéphanie Rist, est votre loi en réalité? Est-ce que parce que, alors, dans les parlementaires qui ont été au combat, on peut dire que vous, également, citons Nicole Dubré-Chirat, qui a vraiment porté cette loi, qui est elle-même cadre, je crois, soignant. Et puis Frédéric Valtou, on peut mettre les trois, et il y en a d'autres? Oui, moi je ne suis pas responsable de toutes les lois sur les professionnels de santé. Et merci il faut vous reconnaître que vous vous engagez. Oui, sur c'est ces une sujets. initiative de Nicole Dubré-Chirat avec les professionnels, avec Frédéric Valtou qui ont porté cette loi, même si évidemment je l'ai soutenue à mon niveau de parlementaire. Ce qui est important, et je voulais revenir sur juste une petite remarque sur les IPA, c'est en faisant le constat de cette non-viabilité en ville que dans la deuxième loi que j'ai pu porter, on a mis l'accès direct et la primo-prescription pour les infirmières, pour les IPA. D'une part parce que ça ne répondait pas aux besoins des patients, puisqu'effectivement les médecins qui parfois, c'était pas parce qu'ils voulaient pas envoyer des malades, c'est juste qu'ils y pensaient pas forcément, ou parce que ils voyaient pas l'intérêt, en fait. Voilà, ce qui est en train d'évoluer aussi un peu sur le terrain. Mais il a fallu 2 ans pour que les décrets de cette loi sortent. Ils viennent de sortir en janvier, donc effectivement, il devrait y avoir. L'objectif, c'est qu'il y ait plus d'infirmières de pratique avancée en ville, notamment avec le vieillissement de la population, comme vous l'avez dit, et le nombre de maladies chroniques. Encore faut-il effectivement, comme dit Daniel Guilherme, qu'elle puisse en vivre. D'où l'intérêt de l'accès direct. C'est-à-dire cet accès direct, ça veut dire que les patients pourront aller directement chez l'infirmière de pratique avancée. Oui, juste pour souligner quand même, c'est que plein de sujets. L'accès direct est quand même assez périmétré. C'est-à-dire qu'il est périmétré aux structures d'exercice coordonnées. Aujourd'hui, en fait, dans le système, si on regarde le système, c'est à peu près 18% des professionnels qui y sont, et ça ne répond pas à l'intégralité des demandes, en tout cas en soins dans le pays. C'est pour ça qu'il faut inclure les CPTS, pour lesquels il y aura en expérimentation. Alors les CPTS, pour moi, ne sont pas en fait des structures d'exercice coordonné. Les CPTS organisent des parcours à l'échelle territoriale, mais ne sont pas des structures de soins. Et en s'appuyant sur les SCAP, non? Ça peut pas répondre? Les SCAP. Non, si. Sur ESCAP. Pour l'instant, c'est un dispositif conventionnel expérimental, donc il n'a pas de traduction législative. Mais pourquoi pas à l'avenir? Mais il va falloir lui laisser le temps de se déployer. Mais ce serait une possibilité, en fait. Ce serait une possibilité. Ce serait une possibilité, puisque ce serait. Et j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un exercice coordonné? Et effectivement, j'entends ce premier petit pas, mais. Et je le disais un petit peu dans mon propos liminaire, si on en arrive là aujourd'hui, c'est qu'en fait on multiplie des dispositifs dérogatoires, soit à travers des PPL, soit à travers des expérimentations, parce que jusqu'à présent, en dehors de quelques parlementaires, personne n'a eu le courage politique de mettre ce sujet-là réellement sur la table. Et on en revient à la question que Paul posait tout à l'heure, c'est quoi le projet? Oui, alors question à Paul. Réponse. C'est quoi le projet? Oui, c'est quoi le projet? Quel est votre projet? Et puis vous nous direz un mot sur la conciliation médicamenteuse. Oui. Je trouve que c'est un sujet pas toujours très clair. Surtout Paul Frappé, dites-nous comment vous voyez cette évolution du métier d'infirmier, puisque sur le terrain, les médecins généralistes et les infirmiers travaillent sans arrêt ensemble. Et donc comment vous voyez cette coopération, comment vous l'envisagez à l'aune de cette évolution? Alors déjà un petit coup de thermomètre sur effectivement l'attitude, la réaction des médecins par rapport à ces évolutions de métier. Il faut quand même l'entendre, la comprendre. Les médecins, je pense, n'ont pas encore tous digéré l'arrivée d'Internet, la diffusion de la connaissance, qui était quand même ce qui faisait l'autorité médicale jusqu'ici. Maintenant, il y a le diagnostic où on pensait, pour un certain nombre, que c'était ça qui faisait l'identité médicale. Et donc c'était quelque chose qu'il faut préserver dans le métier.
métier de médecin, le diagnostic, le traitement. En fait, bon, cette loi infirmière, il faut quand même se rendre à l'évidence, elle vient juste constater une réalité. Et les médecins généralistes, on ne fait pas plus de diagnostic étiologique parce que la plupart du temps, ce sont des diagnostics de situation qu'on fait en pratique dans notre ville. Et du coup, de reconnaître l'existence d'un diagnostic infirmier, d'un diagnostic pharmacien, ce n'est pas nier l'existence du métier de médecin. Mais voilà, ça demande quand même des étapes de remettre en question certaines certitudes et de retrouver aussi quel est son socle d'existence, quel est le projet pour la médecine générale qui fait que tout notre périmètre, toute notre utilité, dont on est bien sûr convaincu. Après, l'enjeu, c'est vraiment, je pense, dans ces évolutions, de fluidifier les parcours. Moi, j'ai une crainte, par exemple, avec les infirmières de pratique avancée, avec cette liste de traitements qu'elles vont pouvoir prescrire. Cette liste est une liste finie. Je ne suis pas certain que, très concrètement, les patients qui vont voir une infirmière de pratique avancée pour renouveler leur traitement chronique vont pas, derrière, faire coup double avec une consultation chez le médecin traitant, parce que les traitements de la prostate, les traitements qui ne sont pas sur la liste, qu'il faut renouveler aussi, sont aussi... il va falloir aller chez le médecin traitant. Oui. Voilà. Et peut-être qu'on aurait eu d'autres... Vous voulez dire que le diable est dans les détails. Oui, effectivement. On parlait peut-être de... Souvent, on assimile le médecin au chef d'orchestre. Je pense qu'il n'y a pas de chef qui mène à la baguette. Sinon, peut-être le patient, et encore. Et peut-être que ça, c'est les étapes... ultérieure, c'est qu'après la connaissance, le diagnostic, on se dit le médecin traitant, il a la coordination, et je pense que là aussi, on va se rendre compte que la coordination, en fait, elle n'est pas unique, et chacun a son regard sur la coordination. Renaud. Oui, mais pardon. Désolé. Oui, non, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre et qui traverse notre débat depuis le début, c'est que évolution du métier, c'est indissociable de coordination et coopération. On y reviendra, mais c'est ce qu'on entend dans vos réponses à chaque fois. Un point avant qu'on s'écarte trop de la loi infirmière, il me semble que parfois vous avez une crainte, Daniel Guillerme, que le débat sur l'IPA soit l'arbre qui cache la forêt de la vraie nécessité de faire évoluer l'ensemble du métier. Alors, ce qui est pas le cas dans la loi infirmière, puisque tout le monde est concerné. Mais c'est récurrent dans les débats, dans le traitement médiatique, on parle des IPA, mais on ne parle pas forcément du périmètre des infirmiers, excusez-moi du terme, de base, qui lui aussi évolue, et c'est peut-être là le plus important. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette différence, en tout cas de cette complémentarité d'évolution ? En 2018, quand les premiers textes sont arrivés, on voit très bien ce qui s'est passé derrière. C'est une forme de totémisation. On a totémisé, on a porté comme solution ultime le fait que la pratique avancée allait résoudre tous les maux du système de santé. On a très vite déchanté, mais il n'empêche que quand on allait voir, nous, les décideurs au ministère, quand on allait voir les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, la réponse qu'on avait quand on posait un problème, c'était pratique avancée. Or, aujourd'hui, on voit très bien que la montée en charge, en tout cas, est beaucoup plus lente et que ça ne va pas résoudre tout. Si on veut avoir un levier de réorganisation systémique, vous n'allez pas à la guerre qu'avec des officiers. Il vous faut de la troupe. Là, c'est pareil. On n'ira pas à la guerre et on ne fera pas la guerre à la transition démographique et ses corollaires sans troupes. Et les troupes, ce sont les métiers socles. Donc, si on veut avoir un levier de réorganisation systémique aujourd'hui, il faudra de la ressource. La ressource, elle est là. D'autant que si on regarde bien dans une vue un petit peu générale, on voit que ça change chez les infirmiers, mais ça change à peu près dans toutes les professions. Chez les kinésithérapeutes, nous allons vous écouter. Chez les pharmaciens, nous n'avons pas de pharmaciens aujourd'hui, mais enfin, on connaît bien le sujet. On voit bien que dans plusieurs cas, plusieurs pathologies, ils s'investissent différemment. Les orthoptistes, qui ont été, d'ailleurs, la présidente des orthoptistes est avec nous, qui ont été les premiers, d'ailleurs, à imaginer ces protocoles organisationnels avec les ophtalmos, les sages-femmes, évidemment, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les assistants dentaires, les pédicures podologues et un mot sur, je crois que le vice-président est avec nous, les audioprothésistes également, qui s'engagent dans un processus de reconnaissance en demandant un ordre professionnel. On voit bien que ça bouge partout et par ricochet, évidemment, chez les médecins. Et dans le fond,
est-ce que vous vous sentez, je reviens sur la question, mais est-ce que tout ça, quand vous dites il n'y a pas de politique qui se met en place, on voit bien quand même en filigrane, par derrière, que le monde est vraiment en train de bouger. Je voudrais vraiment avoir votre sentiment, notamment la prise en charge des pathologies par un ensemble d'acteurs qui aujourd'hui prennent en charge les patients et organisent le système de santé. Paul Frappé et puis Stéphanie Rist. Oui, ça, l'ensemble des médecins, je pense, souscrit, signe tout de suite en bas de la page. Après, effectivement, c'est dans la mise en musique, dans la lisibilité du projet et dans la fluidification réelle des parcours qu'est toute la difficulté. Voilà. Et après, moi, par rapport à la liste, je veux rassurer tout le monde. Et a priori, au sein du collège, j'entends pas parler de demande de médecins généralistes de pratique avancée. Donc, pour l'instant, celui-là, on peut le laisser. Stéphanie Rist, un vrai changement fondamental, même si peut-être la lisibilité politique n'existe pas. Mais c'est vrai que la période est assez délicate, donc, sur le plan politique. Il y a des instabilités parlementaires, politiques, etc. Mais on voit bien quand même qu'il y a un mouvement de fond. C'est ce que disait d'ailleurs en introduction Renaud. Moi, je crois que quand les métiers évoluent, chacun à leur place, ça permet de faire gagner le patient, en fait. Donc, c'est très bien qu'il puisse y avoir ces évolutions, à mon sens. C'est juste aussi une adaptation à la société et à notre système, dont une part a des difficultés d'accès aux soins. Et je crois que c'est rien par rapport à ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle. Donc c'est bien qu'on commence à se mettre à bouger. Il ne faudrait pas oublier les aides-soignants qui n'ont pas été cités dans la liste. Je crois qu'il y a aussi une réflexion à avoir autour de ces métiers du soin. Voilà, moi je crois que tout le monde est gagnant quand les métiers évoluent et quand on fait confiance aux professionnels pour les compétences qu'ils ont. En fait, c'est que ça. C'est de dire, vous avez une formation, vous avez des compétences, vous avez le droit de vous occuper du malade. Tout ça, en coordination, en coopération. On va parler de formation aussi. Encore une fois. Oui, alors juste un point, il fait que là, notre débat est entre professionnels plutôt libéraux de ville. Dans votre réflexion, les premières propositions et la deuxième, il y avait aussi des dimensions sur l'hôpital. On n'a pas aujourd'hui de représentant de l'hôpital parce que sinon, on ne pourrait pas filmer tout le monde, donc on ne peut pas. Mais est-ce que ces évolutions de métier, la discussion que vous avez avec les représentants des professionnels de l'hôpital, des établissements, sont aussi de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a les résistances sont plus grandes, moins grandes? Est-ce que c'est une organisation interne à l'établissement qui prend le pas? Comment ça se situe par rapport à la ville? Est-ce qu'on peut parler des évolutions de façon homogène ou est-ce qu'on est obligé de distinguer ce qui se passe en établissement et ce qui se passe en ville? La coordination, la coopération dans les services hospitaliers est plus simple puisque les gens sont sur place dans un même milieu géographique et ont l'habitude, et il y a une sorte de facilité à ça. On voit pour les infirmières de pratique avancée, elles sont bien plus importantes en nombre dans les établissements de santé. Mais là, je rejoins Monsieur Frappé, c'est qu'on est à un stade où effectivement, là, il faudrait reposer une vision qui, à mon avis, ne se dissocie pas avec le financement d'ailleurs, parce qu'un des sujets très vite sur ces évolutions de métier, c'est aussi quand vous dites aux médecins traitants, vous allez avoir que des consultations longues, puisque d'autres professionnels vont faire les consultations faciles, si je caricature, il y a un sujet très vite de financement derrière, et de temps nécessaire pour s'occuper de la complexité ou de la coordination. Donc voilà, moi je crois qu'on arrive à un point, et c'est très flagrant avec l'hôpital, où il faut se reposer une vision pour les années qui viennent, en intégrant l'intelligence artificielle, en intégrant surtout la transformation du financement. Il est temps d'interroger les citoyens. Avec Adrien Broche, nous vous recevons, et vous êtes de Via Voice. Merci Pascal. Un rapide point opinion, je fais vite sur cette nouvelle édition des Contrepoints de la santé. Petite étude d'opinion qui a été réalisée ces derniers jours par Via Voice sur justement le rapport des Français à la question de l'interprofession. 4 points majeurs. D'abord, une conviction qui est massivement partagée aujourd'hui dans l'opinion. Les Français croient profondément dans les bienfaits de la coordination interprofessionnelle, et notamment au regard d'une problématique qu'ils connaissent bien, puisque ce sont des chiffres qui ne sont pas tirés de cette étude-là, mais 80% des Français aujourd'hui déclarent qu'il y a des inégalités en matière d'accès aux soins sur le territoire français, et on a plus d'un Français sur 2 qui, ces derniers mois, déclare, là aussi c'est du déclaratif, du subjectif, mais avoir renoncé à consulter un généraliste ou un spécialiste pour des problèmes et des raisons diverses. Donc face à cela, premier élément évidemment, classiquement
des recrutements de médecins à hauteur de 53% des Français face à la question des déserts médicaux, mais arrive très vite derrière effectivement la question de la coordination interprofessionnelle qui est réclamée par 26% des Français. Donc un appel à aller vers davantage justement d'inter-organisation, une demande qui est particulièrement accentuée aussi sur les communes peut-être les plus directement exposées aux problématiques d'accès aux soins, sur les communes de moins de 20 000 habitants, on a une surreprésentation justement de ces Français qui réclament davantage de coordination interprofessionnelle. En résulte donc une société française, et c'est le deuxième point, qui est aujourd'hui prête à ce changement-là. On a 80% des Français qui soutiennent l'élargissement des compétences des infirmiers, des pharmaciens, des kinés pour effectuer des actes qui sont aujourd'hui réservés aux médecins. Malgré tout, le constat actuel sur l'état des choses aujourd'hui, il est un petit peu plus nuancé. On a une société française qui est divisée sur la manière dont fonctionne plus ou moins bien cette coordination-là. 48% des Français vous disent oui, la coordination interprofessionnelle, elle est plutôt satisfaisante, et 45% estiment qu'elle ne l'est pas. Et puis on a surtout un ventre mou avec 73% de Français qui s'estiment plutôt satisfaits ou plutôt insatisfaits. Évidemment, le Covid, ça a été ce grand moment d'expérience sensible dans la population française de cette coordination interprofessionnelle. Malgré tout, un certain nombre de Français reposent aujourd'hui leur jugement sur des expériences plutôt satisfaisantes, plutôt insatisfaisantes, sans que les opinions soient très tranchées sur cet aspect. Et puis enfin, le dernier aspect, la question des freins qui sont identifiés. D'abord, les Français vous disent le manque de temps entre professionnels pour échanger, pour construire du lien. Ensuite, des règles administratives, une question quasiment bureaucratique qu'on retrouve beaucoup dans les critiques qu'adressent les Français au système français social, fiscal, etc. Des règles administratives donc, qui sont jugées trop strictes, trop rigides. Et puis enfin, le cloisonnement entre les métiers, souvent vécu comme un réflexe statutaire ou hiérarchique. Donc, pour finir, d'abord une critique plutôt classique sur la souplesse, la proximité, l'horizontalité aussi du système français, et puis plutôt sur la culture, sur l'ouverture culturelle. On parle ici plutôt du cloisonnement entre les métiers qui est encore perçu comme trop rigide en France. Ouverture culturelle, révolution culturelle à laquelle on appelle les Français, et puis simplification et souplesse dans ces relations. Merci Adrien. Un très intéressant sondage que nous livrons évidemment en transparence à l'ensemble de celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. On se demande quand même, Adrien, si ils le vivent, ces problèmes, ou si dans le fond, ils sont sensibles aux commentaires des leaders qui sont ici et qui font passer un certain nombre de messages. Est-ce que franchement, on arrive à savoir réellement si cela est vraiment vécu? Notamment, je pense à ça sur les tâches administratives. Qu'est-ce que les patients voient des tâches administratives des professionnels de santé? Justement, je pense que c'est une question qui est en partie éclairée par ce ventre mou de réponse. C'est-à-dire que les Français se prononcent évidemment très en faveur en déclaratif de l'interprofession, de la coordination. Ils sentent bien, encore une fois, qu'il y a des problèmes d'inégalité. Malgré tout, quand on leur demande concrètement est-ce que, selon vous, ça marche bien ou mal, ils vous retournent plutôt bien ou plutôt mal. Donc effectivement, il y a aussi cette difficulté peut-être à juger ça, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est un patient et un Français citoyen classique lambda de ces problématiques sur le terrain d'interprofession. C'est peut-être des choses qui sont encore réservées à une forme de technocratie sanitaire où les médecins, les professionnels directement. Donc c'est pour ça, je crois, que les opinions sont encore un petit peu molles là-dessus. Oui. Une réponse quand même pour Stéphanie Rist et je crois Sébastien Guérard. Quand on leur demande quand Via Voice leur demande quels sont les freins, le manque d'outils numériques, c'est le dernier item, c'est 16%. Enfin, les Français sont pas, ils veulent avoir un infirmier, un kinésithérapeute, un médecin en vrai. Ou un pharmacien en vrai. Stéphanie Rist. Oui, je crois deux choses. Nos concitoyens, ils veulent une réponse à leur demande en soins. Ils s'en fichent un peu de savoir le professionnel qui va répondre à leurs demandes. Ils veulent une réponse de qualité, c'est leur santé, mais ils veulent une réponse à leur demande en soins. On a vu ça, par exemple, avec la mise en place des SAS. Alors, c'est un peu hospitalier, des services d'accès aux soins, mais quand la personne répond à quelqu'un qui lui répond sur son degré d'urgence de prise en charge, il est satisfait. Il ne va pas forcément aller aux urgences parce qu'il aura un rendez-vous le lendemain. C'est ça le service d'accès aux soins et on voit la satisfaction des Français à ça. Donc 1, c'est la réponse à leur demande et 2, oui, c'est un
dossier numérique partagé qui fonctionne. Et j'en joins tous les personnes qui peuvent nous écouter à avoir leur espace numérique en santé, parce qu'on voit que quand il est utilisé, les patients en sont satisfaits. Peut-être pour en venir au point de jonction de notre titre de l'émission, on voit bien le lien aussi dans le sondage qui est fait entre évolution des métiers et coordination et réponse aux besoins de soins. Daniel Guillaume, tout à l'heure, vous avez dit l'évolution des métiers, c'est pas en premier une réponse aux besoins de soins et aux déserts médicaux. Je voudrais quand même avoir votre sentiment sur... c'est quand même, pour vous, est-ce que c'est un élément quand même central de la réponse qu'il va falloir apporter quand même aux besoins de soins qui ne sont pas satisfaits, que cette évolution des métiers participe et permettra de s'organiser pour, et par rapport à la coordination, quel est l'œuf, la poule? Est-ce que en fait on aurait pu rester avec les métiers actuels et bien se coordonner et ça aurait suffi? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on aurait eu la trajectoire qu'on a pris aujourd'hui si on n'avait pas eu de problème de désertification médicale? Tout à fait, c'est une façon de la poser. Ça c'est... Alors, à mon avis, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, on avait une fenêtre d'opportunité qui était conjoncturelle, qui était liée effectivement à ces problèmes d'accès aux soins. Je pense qu'il fallait surfer là-dessus, bien évidemment. Mais je pense aussi que si on n'avait pas eu de problème de désertification médicale, on aurait été toujours en train de discuter d'une éventuelle... loi infirmière qui augmenterait les prérogatives de ces professionnels. Donc voilà, après c'est comme ça, mais il faut jouer de ces leviers-là pour faire évoluer la profession, mais j'insiste encore là-dessus, c'est pas une réponse à la désertification médicale. Par contre, c'est une vraie reconnaissance pour la profession, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Sébastien, c'est que je pense qu'on a un problème aujourd'hui de porte d'entrée dans le système de santé. Et je pense que l'augmentation des prérogatives, que ce soit des kinés, des infirmiers, des pharmaciens, ouvre d'autres portes, ou en tout cas multiplie ces portes. Ce qui ne veut pas dire qu'on va se substituer derrière aux médecins traitants, bien sûr, parce qu'on n'est pas médecin. Nous sommes tout simplement pas médecins. Je pense que c'est un changement de règle du jeu, en fait. C'est-à-dire que dans la notion d'accès direct, ça ne veut pas dire élargissement du socle des compétences. C'est simplement faire notre boulot sans le bon à rembourser. Ou en tout cas, avant d'en avoir discuté avec le médecin. C'est ça, c'est une réorganisation du parcours de soins, en réalité. C'est pas non plus systématiquement une redéfinition de toutes les compétences métiers. Il faut être prudent dans ce qu'on met derrière nos éléments de langage. Oui, quand vous dites c'est une optimisation de vos compétences et non pas un élargissement de vos compétences. C'est mieux de nous utiliser dans le système de santé. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le mur démographique face à nous, enfin juste pour rappel, on a 1,3 million de personnes en France qui aujourd'hui ont plus de 85 ans. Elles seront 5 millions à l'horizon 2060. Et d'ici là, l'espérance de vie aura augmenté de 6 à 7 ans. Donc il est quand même temps qu'on raisonne en réorganisation des parcours plutôt qu'en multiplication du nombre de professionnels, parce que derrière, de toute façon, on aura un souci de soutenabilité. Donc moi, je veux bien qu'on fabrique du médecin à l'appel, de l'infirmière à l'appel, etc., etc. Sauf que la réalité, c'est que demain, il va falloir soigner 3 fois plus de personnes, a priori avec des budgets qui ne seront pas extensibles à l'infini. Donc il est quand même temps de se poser ces questions de fond de comment on se réorganise pour mieux utiliser les compétences des uns et des autres et pour répondre le plus vite possible aux besoins et à la demande du patient. Juste parce qu'aujourd'hui, et ça n'a pas été monitoré dans votre enquête, un patient qui renonce aux soins ou qui n'a pas accès à un professionnel de santé, qu'est-ce qui se fait? Il se tourne vers d'autres professionnels, des professionnels de pratiques alternatives qu'il confond d'ailleurs souvent avec les métiers de la santé. Pourquoi? Parce que ces professions utilisent exactement les mêmes codes, sont souvent installées dans les mêmes zones immobilières que les autres professionnels de santé. Et aujourd'hui, il y a une vraie dérive de fond qui est en train de se mettre en place. Et ça ne pose question à personne en termes de sécurité de l'usager. Oui, donc on se pose la question des dégâts que feront l'infirmier ou le kinésithérapeute en accès direct, mais on ne se pose pas la question des dégâts que font ces gens-là en termes de santé publique sur la population. Et ça a fait la une de notre excellent confrère du Parisien il y a quelques jours. Moi, et on va terminer bientôt. Donc, allez, juste très vite. Alors, c'est pas stigmatisant ce que je vais dire, mais sur un argument en fait utilisé par Paul Frappé, c'est de dire si on multiplie les acteurs, on va multiplier en tout cas les besoins en ressources.
C'est-à-dire qu'il va y avoir des doublons, etc. etc. Moi, je ne pense pas que le corps médical puisse, à un moment donné, prendre une posture de régulateur et en même temps, en fait, dire qu'il n'est pas régulateur. Donc soit on est régulateur, soit on n'est pas régulateur. Mais on n'est pas régulateur quand on veut. Je voudrais vous interroger sur un point tous les deux, et puis on va terminer. Oui, on va Paul Frappé a envie de répondre. Il va demander. Oui. On n'a pas parlé de prévention, parce que je pense que dans l'évolution, en réalité, de tout cela, et notamment chez les infirmiers, enfin les kinés aussi, les pharmaciens aussi, enfin bon, etc., il y a peut-être un nouveau champ. Alors terminez là-dessus, puis Paul Frappé va nous répondre globalement. C'est extrêmement important. Je vois que le professeur Chauvin est dans la salle. Que nous saluons. La prévention est un élément majeur, et si on a aujourd'hui à explorer des gisements d'économie, c'est effectivement sur la prévention. On a un problème quand même, c'est qu'aujourd'hui on nous demande de faire des économies à très court terme. Or on sait que la prévention en fait n'amène des effets qu'à moyen voire long terme. Donc le temps politique n'est pas le temps médical, et ça pose un problème. Ça c'est un vrai problème. On a encore un sujet. Oui, deuxième point, c'est qu'il y a aussi, et moi je ferai le distinguo entre ce qu'on appelle en fait les interventions non médicamenteuses comment dirais-je, de la poudre de perlimpinpin. C'est pas la même chose. À partir du moment où on a des données qui sont validées avec des référentiels opposables validés, on peut utiliser ça aussi comme levier d'économie. Vaut mieux ça que les médicaments, parfois. Vous êtes capable de nous expliquer la conciliation médicamenteuse en 2 secondes? 2 secondes. En 2 secondes. Moi, je vais juste vous donner... Ça va rentrer dans votre champ d'expertise. Je vais juste vous donner un chiffre. Oui. La mauvaise observance thérapeutique en France, coût direct et indirect, c'est entre 9,3 milliards et 15 milliards d'euros en fumée tous les ans. 9,3, 15 milliards d'euros. Donc je pense que si on peut améliorer le circuit du médicament en s'appuyant sur ce qu'on qualifie, nous, à la Fédération de triptyque SOX, c'est-à-dire médecin traitant, pharmacien, infirmier, donc c'est prescripteur, dispensateur, administrateur. Si on peut s'appuyer sur ce triptyque SOX pour améliorer l'observance thérapeutique, demain, 10% d'économie là-dessus, c'est 1,5 milliard. Paul Frappé, puis Stéphanie Rist va conclure. Oui, alors merci de donner l'occasion de clarifier le propos. L'idée était surtout pas de dire qu'il fallait pas être multivecteur. Au contraire, c'est vraiment une chance, mais l'idée c'est vraiment de se dire attention à ne pas complexifier les parcours du patient, et ce qui doit guider, c'est les parcours des patients, c'est la simplicité, la fluidité des parcours de ces parcours de patients. Et il y a plein d'autres solutions autour de la prescription qui peuvent être évoquées. Des idées qui partent un peu dans tous les sens, ça, je vais les mettre au clair et je reviendrai. Stéphanie Rist, vous avez évoqué, peut-être que ça sera à conclusion, mais c'est une conclusion qui en fait appelle à une autre discussion. Vous avez évoqué tout à l'heure le financement. Et effectivement, là on parle d'optimisation des compétences des uns et des autres, de coopération, etc. Je sais qu'il y a un ACI en discussion, donc c'est accord cadre interprofessionnel. Tout ça derrière, c'est du financement, et on sait bien que c'est quand même la clé. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Alors, c'est une thèse en 2 secondes. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Où est la clé pour que le financement accompagne cette volonté? On voit bien qu'il y a une volonté de base quand même qui est partagée, mais on voit bien que ça bloque à chaque fois sur qui est payé pour faire quoi et par qui. La clé du financement, pour qu'on aille plus loin justement dans cette réorganisation, dans ce replacement des différentes professions. Merci. Je vous donne le bébé. Qui est passionnante. Qui est passionnante. Effectivement, on a un sujet de sécurité sociale, tout le monde le sait maintenant, même si ça fait quelques années que on est certains à avoir porté ce déficit qui arrive maintenant, en disant qu'il fallait faire quelque chose. Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'on est au bout de notre système tel qu'il fonctionnait, mais c'est comme les retraites. C'est en raison de la démographie. On a une démographie vieillissante avec plus de maladies, moins de professionnels. Il va falloir redéfinir, au-delà des missions, de comment on finance notre protection sociale, qui est plus large que la branche maladie, mais la branche maladie, elle est dedans. Donc je pense que ça va être très intéressant les mois qui viennent, et notamment dans les 2 ans qui viennent, sur ce débat qui est un débat de société majeur, qui est de comment on finance notre système de protection sociale et notamment notre santé demain. Et je crois que c'est un levier aussi qui permettra
d'avancer plus vite dans ces évolutivités de métiers. Donc moi, je suis très optimiste par rapport à cette transformation qui est devant nous et qui permettra de continuer à prendre en charge les patients comme on le fait jusqu'à. Et vous pensez que l'assurance maladie est alignée avec cette dynamique ? Je pense qu'on est au-delà des modifications de tableau Excel, je dirais. C'est-à-dire on est devant une vraie transformation du système qui est nécessaire dans le financement en raison de la démographie. On va conclure. Nous n'avons pas parlé de formation. Vous n'avez pas obtenu, je ne sais pas si vous le souteniez, la 4e année pour les infirmiers. Un mot là-dessus ? Non, on ne l'a pas obtenu. Alors, il y a eu une demande en fait, d'une partie de la profession. Je pense que... Pas les jeunes d'ailleurs. J'ai remarqué. Pas forcément les jeunes, mais je pense que dans le cadre de cette réforme, on a une réingénierie aussi globale de notre formation et que dans ce cadre-là, il y a une réflexion à mener. Maintenant, si on augmente des prérogatives d'une profession, il n'est pas incohérent de se poser la question de la durée des études. On a un problème, nous, au niveau de notre formation actuellement, c'est que c'est une formation qui est extrêmement dense, très très dense, et si on pouvait mettre un petit peu de respiration dans cette formation initiale, on n'aurait peut-être pas le taux d'abandon qu'on connaît aujourd'hui. Stéphanie Rist, vous allez aller à l'Assemblée nationale tout à l'heure ? Ah oui, là, vous votez qui pour la loi Duplon sur les nicotinoïdes? Vous allez voter quoi? Et sur l'aide à mourir, vous allez voter quoi? Alors, la loi Duplon, c'était hier. J'ai voté la motion de rejet de la proposition Duplon qui était obstruée par un très grand nombre d'amendements. Donc, on n'aurait pas pu l'examiner. Mais vous autorisez les... Alors, c'est pas tous les néonicotinoïdes. C'était une question que je me suis posée de façon assez sérieuse. La défenseuse de la santé, oui, j'imagine. Oui, mais j'ai quand même voté la motion de rejet pour une raison très claire, c'est que moi, je déteste l'hypocrisie et je considère que quand en Belgique, en Italie, en Espagne, là où vous récupérez vos fruits et légumes, le produit est autorisé jusqu'en 2033. Moi, je crois qu'il faut vraiment une vision européenne sur ces produits et que interdire à mes maraîchers d'Orléans ferait que j'achèterais des poires d'Espagne traitées avec un produit. Alors, je suis désolé, c'est comme ça. Mais pas d'hypocrisie sur ces sujets, mais soyons efficaces, c'est au niveau européen. Ça, c'est superficiel. Et sur l'aide médicale à mourir, on termine. Vous votez quoi tout à l'heure? Oui, alors encore une question facile. Merci. Allez-y. Là, c'est en moins de 2 secondes. Je suis encore à ce stade entre une abstention et un vote pour, même si la loi a été beaucoup plus cadrée. La ministre Vautrin a fait un énorme travail avec les parlementaires qu'on est pour, je trouve, améliorer l'encadrement de cette aide que j'aurais aimé appeler active à mourir. Voilà, il me reste encore quelques questionnements. Merci beaucoup. Pascal, je vais mettre fin à ta curiosité insatiable. On va suivre. Merci à tous, merci à vous de nous avoir partagé vos visions. Je pense qu'il y a des moyens d'avancer. Maintenant, il faut trouver les sous, en gros, quoi. C'est très simplificateur, mais je pense que c'est ça. Merci à tous. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube des Contrepoints de la Santé, en podcast également. Merci à nos partenaires sans qui ces émissions n'existeraient pas. Point Vision, Pasteur Mutualité, Care, Via Voice, La Veille et Hortus. Merci à toute l'équipe qui permet de faire cette émission depuis 2017 déjà, tous les mois, période Covid comprise. Ça, c'est notre heure de gloire. Françoise Millet à l'organisation, Nathalie Rattel à la valorisation sur La Veille et sur la chaîne des Contrepoints et sur les réseaux sociaux, Emmanuel Tay et son équipe, aujourd'hui Corentin Choiset, à la caméra et au son. Merci beaucoup et à très vite. Et alors, on a essayé d'avoir des idées simples. Je ne suis pas sûr qu'on y soit arrivé. Comme aurait dit le général, nous avons essayé d'avoir des idées simples dans un monde compliqué. Nous saluons également, pour prolonger ces débats, nous saluons l'ensemble de nos confrères et consoeurs journalistes. Vous retrouverez qui sont présents et que nous remercions et qui nous suivent et qui vont prolonger et approfondir nos échanges. Merci. Pas de proverbe? Allez vite dans un monde compliqué avec des idées simples, comme aurait dit le général. Merci de nous le rappeler.